En Tanzanie, un premier chiffre grimpe, un second s'effondre, et la stabilité vantée pendant des décennies se fissure en quelques heures. Alors qu'on présentait encore le pays comme l'encre paisible de l'Afrique de l'Est, une simple interdiction visant un opposant déclenche une onde de choc national. Que signifie ce renversement brutal pour une jeunesse connectée qui partage des extraits d'Ibrahim Traoré et refuse désormais de confondre silence et loyauté? À l'horizon se dessine une aube incertaine, où chaque décision pourra rapprocher la Tanzanie d'une renaissance démocratique ou d'un verrouillage sans retour. La crise qui secoue la Tanzanie ne se limite pas à l'arrestation d'un opposant. Elle révèle une fragilité longtemps dissimulée derrière l'image d'un pays stable et prévisible. L'enjeu central pour toute analyse sérieuse est clair: comprendre comment une rupture institutionnelle peut redéfinir l'équilibre politique national. Car ce moment dépasse largement le simple affrontement entre autorités et contestataires. Il redessine les marges du possible pour une société qui mesurait jusqu'ici sa sécurité à l'absence de coup d'État et à la continuité du pouvoir. Si la contestation s'amplifie, la Tanzanie devra décider si elle protège son récit fondateur ou si elle accepte d'en écrire un nouveau, plus ouvert, mais aussi plus incertain. Et c'est ici que réside la vraie promesse de cette enquête. Suivre, pas à pas, comment une combinaison d'interdictions ciblées, de peurs diffuses et d'élan populaire transforme un incident en un test décisif pour l'avenir démocratique du pays. Une seule question guide désormais la trajectoire des prochains mois: jusqu'où un État peut-il contenir le doute avant qu'il ne devienne irréversible? La bascule apparaît dès l'aube. En quelques minutes, une vidéo montrant l'arrestation d'un opposant à l'aéroport circule à une vitesse qui déjoue toutes les tentatives de contrôle, et un premier chiffre tombe. Trois grandes villes voient surgir des rassemblements spontanés. 24 heures plus tard, un second indicateur se précise. Des centaines de jeunes descendent dans les rues, signe qu'un seuil psychologique jusque-là intact vient d'être franchi. Cette séquence agit comme un mini-révélateur, reliant soudain le doute murmurant depuis des années à une colère désormais visible, et ramenant au premier plan une référence qui circule parmi la jeunesse: les prises de position d'Ibrahim Traoré sur la dignité politique. Ce glissement n'est pas né du hasard. Il s'inscrit dans une chaîne de tensions qui s'est lentement épaissie depuis la transition inattendue de 2021. Durant quelques mois, la presse avait retrouvé un souffle, certains prisonniers politiques avaient été libérés, et la société civile entrevoyait un espace public plus respirable. Mais à partir de 2025, le mouvement s'inverse. Enquêtes suspendues, rassemblements interdits, journalistes privés de micro, puis retour progressif d'une peur diffuse qui ne frappe jamais fort, mais toujours juste assez pour dissuader. L'incident qui empêche un opposant de quitter le pays pour des funérailles agit alors comme la pièce manquante d'un puzzle déjà presque complet. Ce qui aurait pu rester un fait divers administratif devient l'étincelle qui embrase une herbe sèche accumulée patiemment par des années de restrictions. Les étudiants donnent le tempo, rejoints par des chauffeurs de taxi, des professeurs et des habitants qui ouvrent leurs portes pour offrir abri ou eau aux manifestants cherchant à échapper au gaz lacrymogène. Au-delà du tumulte, un élément de fond apparaît: la contestation cesse d'être confinée au cercle militant et s'ancre dans plusieurs couches sociales. La question cesse alors d'être abstraite. Elle touche à la capacité des citoyens à parler, se réunir et exister politiquement dans un pays longtemps décrit comme un îlot de stabilité. Au milieu du tumulte naissant, une figure inattendue devient le premier repère d'un mouvement encore informe. Aïcha, étudiante à l'université de Dar es Salaam, dont la voix hésitante mais ferme traverse brièvement les réseaux avant que les coupures ne se resserrent. Son intervention
Simple en apparence, cristallise pourtant ce que beaucoup n'osaient formuler. Si une interdiction liée à des funérailles peut réduire au silence un opposant, qu'en reste-t-il des libertés promises à toute une génération? Cette interrogation, relayée d'auditoire en auditoire, sert de fil conducteur pour comprendre le glissement d'une indignation diffuse vers une articulation collective. Dans un café voisin, un journaliste indépendant, conscient de la fragilité du moment, recueille les premiers témoignages. Ces notes décrivent une atmosphère où la solidarité se construit presque malgré la peur. Chauffeurs de taxi protégeant les étudiants, habitants ouvrant un passage sûr, professeurs guidant les plus jeunes pour éviter les zones les plus exposées. Ces gestes minuscules, répétés dans plusieurs quartiers, montrent que la contestation commence à dépasser les milieux habitués à l'engagement public. Un effet immédiat apparaît alors. La rue ne semble plus appartenir exclusivement aux forces de sécurité. Les points de rassemblement, malgré les dispersions rapides, se reforment ailleurs, parfois en quelques minutes. Les slogans évoluent également, s'écartant du cas individuel pour se tourner vers des revendications plus larges. Liberté d'expression, dignité civique, capacité à participer au futur du pays. À travers ces signaux précoces, on perçoit une transition. Ce qui paraissait un incident isolé devient un moment charnière où la société commence à se reconnaître comme acteur de son propre destin. Tout démarre par un grondement bref, presque imperceptible, qui traverse Dar et Salam avant de se transformer en rupture ouverte. L'incident à l'aéroport, d'abord traité comme une irrégularité administrative, devient l'élément déclencheur. Les autorités tentent de minimiser. Les images circulent. Le récit officiel chancelle. En quelques heures, le pays quitte le terrain de l'exception pour entrer dans celui de la contestation assumée. L'activation se produit d'abord dans les grandes places publiques. De jeunes manifestants surgissent presque simultanément, comme si un signal silencieux avait été donné. Les forces de sécurité réagissent vite. Dispersion, gaz lacrymogène, arrestation. Mais les cortèges se reforment ailleurs. Les rues changent de fonction. Ce qui était espace de commerce devient espace d'affrontement, puis à nouveau espace de refuge selon le moment. Une dynamique imprévisible s'installe. Au fil des heures, la contestation gagne en densité. Les étudiants prennent la tête des rassemblements. Leurs slogans se propagent d'un campus à l'autre. Derrière eux, les ouvriers, les commerçants, les chauffeurs rejoignent les cortèges. Le mouvement n'a pas de leader désigné, ce qui complique la stratégie des autorités. Chaque arrestation semble produire l'effet inverse de celui recherché. Loin d'affaiblir les mobilisations, elle les renforce. La peur recule. La solidarité avance. La tentative de contrôle numérique constitue un tournant. Internet ralentit. Certaines plateformes cessent de fonctionner, mais les vidéos contournent les blocages. Des images de charges policières franchissent les frontières. Au Kenya, des étudiants organisent des veillées. Au Rwanda, des journalistes commentent les séquences depuis des hôtels où ils sont confinés. Le narratif officiel se fissure encore davantage. Puis survient la montée en intensité. Les jours suivants voient se multiplier les marches. Ce ne sont plus seulement des foules jeunes. Les classes moyennes apparaissent. Des enseignants, jusque-là prudents, forment des chaînes humaines pour protéger les plus vulnérables. Dans certains quartiers, les habitants organisent des points de ravitaillement. Ils distribuent eau, masques, linge humide pour atténuer les effets du gaz. La coordination grandit sans structure centralisée. Le gouvernement hésite. Répression ou ouverture. Les conseillers s'opposent. Les communications officielles oscillent entre fermeté et conciliation. Cette oscillation devient visible.
elle affaiblit encore davantage l'autorité perçue. Chaque message contredit le précédent. Les manifestants le remarquent et y voient une preuve de fragilité institutionnelle. Un moment de haute tension survient lorsque la présidente Samia Suluhu Hassan convoque une réunion d'urgence avec l'opposition. C'est censé être un geste d'apaisement. Mais dehors, la mobilisation ne faiblit pas. Les arrestations continuent. Les cortèges avancent malgré les charges. Une phrase prononcée par une figure émergente du mouvement résume l'état d'esprit dominant. Ils peuvent nous arrêter, mais nous sommes des millions. Ce noyau rhétorique circule très vite et devient un marqueur de détermination collective. Les heures suivantes sont marquées par une succession d'escalades. Les rues de Dar es Salaam ne ressemblent plus à celles d'une capitale réputée tranquille. Elles deviennent le miroir d'un pays où la confiance entre État et citoyens s'est fissurée. Les manifestations gagnent même les zones rurales, où des appels à la résistance commencent à apparaître. Des plateformes clandestines diffusent conseils, itinéraires, témoignages. L'information circule malgré tout. La spirale atteint un point où aucun des deux camps ne semble en mesure de reculer sans perdre la face. L'État tente de maintenir son autorité. Les manifestants tentent de maintenir leur élan. Dans cet entre-deux instable, la Tanzanie entre dans une zone où le moindre événement peut faire basculer la trajectoire nationale, soit vers l'apaisement, soit vers l'escalade incontrôlée. Le basculement quantitatif apparaît dès les premières heures. La participation aux manifestations dépasse largement les prévisions initiales, créant un écart marqué entre la situation de référence et l'ampleur réelle de la mobilisation. Dans la situation de référence, les grandes manifestations tanzaniennes rassemblaient rarement plus de quelques centaines de personnes. L'écart est désormais considérable. Les premières estimations évoquent désormais plus de 300 000 manifestants dans plusieurs villes. Ce saut brut indique qu'un seuil collectif longtemps contenu s'est rompu sous la pression de multiples frustrations. Et parce que ce chiffre circule malgré la censure numérique, il devient lui-même un moteur de mobilisation, convainquant nombre de citoyens hésitants que le mouvement dépasse la simple minorité active. Le second indicateur confirme que la dynamique n'est pas homogène, mais qu'elle incorpore progressivement des cercles sociaux variés. Selon les observateurs, la participation féminine atteint environ 40% du total, une proportion inhabituelle dans les manifestations tanzaniennes des années précédentes. Cette hausse reflète non seulement un engagement politique accru, mais aussi une recomposition des rôles dans la contestation. La phrase la plus récurrente dans les témoignages indique que les femmes, longtemps marginalisées dans l'espace public, voient, dans ce moment, une opportunité de réaffirmer leur place dans le débat national. Cette donnée transforme l'analyse. Un mouvement qui inclut massivement les femmes est plus difficile à réduire à un simple désordre orchestré, car il touche au tissu même de la société. La troisième donnée porte sur la réponse sécuritaire, révélatrice d'un État cherchant à reprendre l'ascendant, mais révélant involontairement l'ampleur de la crise. Plus de 2000 arrestations sont rapportées dans les premières 48 heures. Le chiffre officiel vise à montrer la détermination gouvernementale, mais il produit l'effet inverse. Il illustre la profondeur de la contestation et la difficulté à la contenir sans basculer dans une répression généralisée. Pour de nombreux observateurs locaux, cette accumulation de détention précipite la rupture de confiance, car elle rend visible ce qui demeurait auparavant diffus, un divorce grandissant entre autorité et société. À partir de ces trois séries de chiffres, une architecture de crise se dessine. La mobilisation massive n'est pas un accident. Elle s'enracine dans des tensions structurelles accumulées depuis plusieurs années. La participation féminine signale que la contestation n'est plus cantonnée aux militants ou aux jeunes urbains, mais qu'elle traverse désormais le quotidien de nombreuses familles. Quant à la réponse sécuritaire,
Elle prouve que l'État se trouve dans une position défensive, oscillant entre fermeté affichée et perte de contrôle partiel de l'espace public. Les effets économiques émergent en parallèle, renforçant la dynamique générale sans fournir de chiffres supplémentaires au-delà de la chute du tourisme notée dans les premières analyses. Le ralentissement commercial, bien que difficile à quantifier précisément à ce stade, amplifie la perception d'un pays en transition brutale. Les petites entreprises subissent des fermetures temporaires. Les transports sont perturbés. La population ressent un poids quotidien perceptible dans la hausse du coût de la vie rapportée dans les témoignages. Ainsi, la combinaison de ces données crée une réalité où la crise ne peut plus être décrite comme un épisode passager. Elle révèle une transformation profonde, une société qui mesure la distance entre ce qu'elle vivait hier et ce qu'elle affronte aujourd'hui. Et plus cette distance augmente, plus la question centrale devient inévitable. Jusqu'où cet écart peut-il s'élargir avant que le pays n'entre dans une nouvelle pays d'irration politique irréversible? Deux visions s'affrontent désormais avec une clarté nouvelle, chacune portée par une logique interne solide. D'un côté, les partisans du gouvernement défendent une thèse structurée. Préserver l'ordre serait indispensable pour éviter l'anarchie. Ils soutiennent que la stabilité tanzanienne, longtemps citée comme une exception dans la région, repose précisément sur la capacité de l'État à encadrer strictement les mobilisations. Selon eux, restreindre les rassemblements ou limiter certaines libertés publiques serait une mesure proportionnée face à un risque qu'ils jugent déstabilisant. Cette lecture s'ancre dans l'argument selon lequel les progrès réalisés ces dernières années pourraient être compromis si la rue prend le pas sur les institutions. De l'autre côté, les manifestants articulent une position tout aussi cohérente, fondée sur une exigence de liberté politique réelle. Pour eux, la stabilité invoquée n'a de valeur que si elle se construit sur la dignité civique et la possibilité d'exprimer des désaccords. Ils rappellent que les sociétés prospères reposent sur la protection des droits fondamentaux, y compris lorsque les tensions montent. Ils considèrent que la restriction des libertés ne préserve pas la cohésion nationale, mais qu'elle l'érode silencieusement, alimentant méfiance et ressentiment. Dans leur perspective, ce n'est pas la contestation qui fragilise la nation, mais l'intolérance envers la pluralité d'opinions. Face à ces deux blocs argumentatifs, l'analyse exige un point d'équilibre. Les données disponibles montrent que la crise actuelle ne surgit pas ex nihilo. Elle s'inscrit dans une chronologie où espoir d'ouverture 2021, puis resserrement progressif après 2025 se succèdent. Les interdictions de rassemblement, la censure médiatique accrue et le retour d'une peur diffuse forment le terreau sur lequel l'incident de l'aéroport est venu s'enflammer. Ces éléments éclairent la limite du raisonnement gouvernemental. L'ordre qu'il invoque dépend d'une confiance qui s'est nettement érodée. Ainsi, le Stillman s'impose. Chacun des deux camps possède une logique propre, mais seule l'intégration des libertés civiles dans la gestion de crise semble capable de restaurer la légitimité, sans glisser vers une escalade de répression aux effets durables et imprévisibles. À cet instant précis, la contestation cesse d'être perçue comme une réaction spontanée pour devenir une force cohérente, presque structurée malgré les coupures d'Internet et la surveillance accrue. Une série de messages clandestins circule entre étudiants, journalistes et travailleurs, révélant une coordination inattendue qui surprend même les observateurs les plus aguerris. Ce glissement transforme une foule indignée en un tissu social conscient de sa propre puissance. Puis surgit un fragment sonore qui agit comme un catalyseur, une phrase d'Ibrahim Traoré, reprise lors d'un rassemblement discret, traverse les réseaux cryptés. La dignité n'est pas un slogan, mais une preuve de vie. Pour beaucoup, ces mots
tracent une ligne entre la crainte et l'affirmation, entre la survie politique et la volonté assumée de changement. Ils redonnent un centre de gravité à une mobilisation qui semblait encore dispersée. La présidence, jusque-là persuadée que le mouvement s'essoufflerait, découvre que non seulement la contestation persiste, mais qu'elle gagne en cohérence. Le pays se regarde autrement, comme si un point de non-retour avait été discrètement franchi. Les répercussions de la crise tanzanienne débordent rapidement le périmètre des manifestations pour s'inscrire dans 4 domaines distincts où les effets, directs ou indirects, deviennent tangibles. Chaque groupe, population locale, monde économique, dynamique nationale profonde, voisinage régional, ressent différemment l'onde de choc, révélant une transformation qui dépasse largement l'incident initial. Au niveau des populations, dans les quartiers populaires de Dar es Salaam, la contestation modifie le quotidien. Les habitants s'organisent pour créer des points de soutien improvisés. Distribution d'eau, masques humidifiés contre le gaz lacrymogène, abris temporaires pour les jeunes manifestants. Les enseignants intègrent la notion de dignité comme thème de discussion, tandis que certaines familles encouragent leurs enfants à exprimer leurs opinions malgré la peur. Cette recomposition des gestes ordinaires montre que la crise installe une nouvelle grammaire civique. Parler, protéger, transmettre. Beaucoup évoquent le sentiment que le pays entre dans une zone où chaque voix compte davantage que par le passé. Sur le plan économique, les effets se font sentir immédiatement. Le tourisme, pilier financier du pays, connaît une chute marquée, renforcée par les images diffusées à l'international. Les marchés ferment par intermittence, fragilisant les petits commerçants, déjà affectés par la hausse du coût de la vie. Les transports publics sont perturbés, entraînant une baisse générale d'activité pour les ouvriers et les travailleurs informels. Même si aucune donnée supplémentaire n'est fournie au-delà des premières estimations, les témoignages décrivent des ménages qui peinent à absorber les variations de prix et la perte temporaire de revenus. L'économie, loin d'être un simple décor, devient un acteur silencieux de la crise. Au niveau des dynamiques nationales, la classe politique traverse une zone d'incertitude profonde. Les partis d'opposition gagnent en visibilité, leur discours trouvant un écho inédit parmi les jeunes. Le gouvernement, pris entre répression et réforme possible, oscille sans parvenir à imposer un narratif clair. Cette hésitation fragilise l'autorité de la présidente Samia Suluhu Hassan, tandis que la contestation révèle des attentes citoyennes plus précises: transparence, liberté d'expression, reconnaissance des voix divergentes. Les mots circulant autour des manifestations, dont les citations d'Ibrahim Traoré, deviennent des repères symboliques pour une génération qui cherche un langage politique à la hauteur de son impatience. Pour le voisinage régional, l'écho dépasse largement les frontières. Au Kenya, des étudiants organisent des veillées de solidarité. Au Rwanda, des journalistes commentent les images venues de Tanzanie malgré la distance. Dans plusieurs pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, de jeunes militants interprètent la crise tanzanienne comme un rappel que même les démocraties réputées stables peuvent entrer dans une zone d'incertitude lorsque la confiance s'effrite. La circulation de messages de soutien crée une dynamique continentale, une sorte de miroir où d'autres nations projettent leurs propres interrogations sur la liberté, la dignité et la légitimité politique. Ainsi, la crise tanzanienne n'est plus seulement une série d'affrontements ou une accumulation de chiffres. Elle devient une matrice de transformation où chaque groupe social, économique, institutionnel ou régional trouve une part de lui-même. Et plus cette transformation progresse, plus la trajectoire du pays dépendra de la manière dont ces 4 niveaux interagiront dans les semaines à venir. Dans un premier scénario correspondant à une trajectoire base, la situation est celle d'une stabilisation sous tension.
Dans cette configuration, la Tanzanie évite l'escalade immédiate, mais ne parvient pas non plus à désamorcer pleinement la crise. Le gouvernement poursuit une stratégie mixte. Quelques gestes d'ouverture, consultations limitées, assouplissements ponctuels, tout en maintenant une pression sécuritaire élevée dans les zones jugées sensibles. Les manifestations diminuent en intensité sans disparaître totalement. Elles s'installent dans un rythme intermittent. Les acteurs économiques s'adaptent tant bien que mal, tandis que la société civile tente de préserver des espaces de discussion malgré les restrictions numériques. Ce scénario conduit à un équilibre instable, aucune rupture franche, aucune résolution durable. Le pays avance mais par à-coups, et chaque incident peut raviver la contestation. Dans un deuxième scénario, plus optimiste, la trajectoire repose sur des réformes et une réconciliation. Dans cette perspective, l'ampleur des mobilisations, combinée aux signaux régionaux et à la pression internationale, pousse la présidence à engager une véritable démarche de dialogue inclusif. Les négociations avec l'opposition débouchent sur des engagements concrets, révision de certaines lois restrictives, garanties sur la liberté d'expression, amélioration de la transparence institutionnelle. Les arrestations se réduisent et des mécanismes indépendants sont mis en place pour documenter les abus. La population réagit positivement et les tensions diminuent progressivement. Les secteurs économiques, notamment le tourisme, entament une lente reprise. Cette trajectoire exige toutefois une constance politique et une volonté réelle de transformer les signaux d'apaisement en réformes structurelles pour éviter un retour en arrière. Dans un troisième scénario, le worst case, la trajectoire est celle d'une répression accrue et d'une fragmentation. Dans le scénario le plus sombre, le gouvernement interprète la contestation comme une menace existentielle et opte pour un durcissement massif. Arrestations élargies, surveillance renforcée, coupures d'Internet plus fréquentes, limitation supplémentaire des libertés publiques. Les manifestations deviennent plus sporadiques mais plus violentes et de nouvelles fractures sociales apparaissent. Le pays subit un affaiblissement économique marqué, aggravé par la défiance des investisseurs et une réduction drastique de l'activité touristique. Dans certaines régions, les tensions communautaires ou politiques s'exacerbent et l'idée d'un pays ingouvernable prend de l'ampleur. À long terme, cette voie mettrait en péril la cohésion nationale et rendrait toute sortie de crise plus coûteuse et plus lente. Face à ces trois scénarios, une recommandation de lecture critique s'impose. Dans les trois scénarios, un principe demeure. Analyser la trajectoire non comme une fatalité, mais comme le résultat direct d'arbitrages politiques successifs. Ce sont ces choix et leur cohérence qui façonneront les 12 prochains mois. La crise tanzanienne, au-delà des chiffres et des slogans, résonne avec trois types d'expériences qui touchent directement le public. Le premier groupe est celui des jeunes, étudiants ou travailleurs qui reconnaissent dans les événements une lutte pour leur propre visibilité politique. Pour eux, chaque marche, chaque vidéo contournant la censure, chaque slogan repris dans les rues ou sur les campus constitue une affirmation de leur place dans l'avenir du pays. Ils y voient la possibilité de ne plus être relégués à un rôle d'observateur, mais de devenir pleinement acteurs des transformations nationales. Le second groupe rassemble les familles et les travailleurs qui vivent les effets concrets de la crise au quotidien, perturbation des transports, fermeture temporaire de marchés, incertitudes économiques. Leur regard n'est pas toujours militant, mais il est profondément ancré dans le réel. Ils évaluent la crise à partir de ce qu'elle change dans leur équilibre de vie, dans la scolarité des enfants, dans les revenus instables. Pour eux, la question centrale devient celle de la sécurité, pas seulement physique, mais aussi sociale et économique, et de la confiance dans les institutions. Le troisième groupe est constitué des observateurs plus distants, membres de la diaspora, internautes d'autres pays africains,
militants qui suivent la contestation à travers les réseaux. Ils perçoivent dans la Tanzanie un laboratoire de questions plus larges: la place des libertés publiques, la légitimité politique, la capacité d'un État à écouter sa population. Pour certains, la diffusion de témoignages ou de citations symboliques agit comme un rappel de leur propre lutte ou de leurs espoirs démocratiques. Ainsi, la crise devient un prisme à travers lequel chacun peut interroger ses valeurs, ses peurs et ses attentes. Et c'est précisément cette pluralité de regards qui nourrit la profondeur du moment politique tanzanien. Pour qu'une sortie de crise durable devienne possible, une feuille de route structurée doit être mise en place, articulée autour de mécanismes concrets et mesurables. La première étape consiste en un dialogue national inclusif, réunissant gouvernement, opposition, société civile et organisations de jeunesse. Le gouvernement initie la convocation dans un délai court, tandis que les participants définissent un agenda centré sur les libertés publiques. Le succès se mesure par la publication d'un cadre de négociation accepté par toutes les parties. La deuxième étape vise la réforme institutionnelle ciblée. Un groupe d'experts indépendants, désignés conjointement, examine les lois restrictives adoptées après 2025. L'objectif est de proposer des amendements garantissant la liberté d'expression et la transparence électorale. L'indicateur de progrès est la présentation publique d'un rapport assorti d'un calendrier législatif. Troisièmement, un mécanisme de surveillance des droits civiques, incluant ONG locales et partenaires internationaux, doit être instauré pour documenter les abus et rassurer la population. La réussite se mesure au nombre de rapports publiés et à la réduction des arrestations arbitraires. C'est dans cette phase que des références symboliques, comme celle d'Ibrahim Traoré sur la dignité politique, peuvent servir de repère pour réaffirmer les principes fondamentaux. Quatrièmement, la reconstruction socio-économique requiert un plan de soutien aux petites entreprises, au secteur du tourisme et aux travailleurs précaires affectés par les perturbations. Les ministères concernés publient des indicateurs trimestriels: activité commerciale, fréquentation touristique, stabilité des prix, pour mesurer l'impact des mesures. Enfin, la cinquième étape implique un engagement citoyen renouvelé: campagne d'éducation civique, espaces de débat public, programmes universitaires dédiés aux droits démocratiques. Le résultat se mesure par la participation accrue aux consultations publiques et par la diversification des voix représentées. Ainsi se dessine une trajectoire où chaque acteur contribue à son niveau à restaurer la confiance et à rétablir les conditions d'un avenir plus stable. Dans le calme relatif qui suit les journées les plus intenses, la figure d'Aïcha réapparaît comme un fil conducteur discret, rappelant que la crise tanzanienne n'a pas seulement été une succession de manifestations, mais un moment où des individus ordinaires ont découvert leur propre voix. Sa première intervention, tremblante mais déterminée, résonne désormais comme un repère collectif, le signe que même un murmure peut modifier l'équilibre d'un pays lorsque la confiance se fissure. Les mots circulant à travers la jeunesse, y compris les citations d'Ibrahim Traoré, ont servi de point d'ancrage symbolique dans un paysage politique brusquement réarrangé. Ils ont donné un langage à des aspirations longtemps tues, renforçant l'idée qu'une société se transforme d'abord par ses voix les plus sincères, avant même que les institutions ne bougent. Dans cette atmosphère suspendue, la Tanzanie se retrouve devant son propre miroir. Rien n'est résolu, mais rien n'est identique. Les gestes ordinaires, protéger un étudiant, ouvrir un passage sûr, partager une parole de dignité, sont devenus des fragments de mémoire collective. Ils éclairent un chemin encore incertain mais désormais visible. La dignité peut changer un pays. À ce moment charnière,
La crise tanzanienne dépasse le cadre strict de la politique pour devenir un miroir où chacun peut interroger sa propre relation à la liberté, à la dignité et au courage civique. Les gestes de solidarité observés dans les rues de Dar es Salaam rappellent que les sociétés se construisent et se réparent par l'implication de leurs citoyens, même dans les périodes les plus tendues. Partager des témoignages, soutenir les initiatives de défense des droits, ouvrir des espaces de discussion, autant d'actes si simples qui renforcent les liens collectifs. Cette démarche n'appelle ni héroïsme spectaculaire ni engagement total, mais une attention durable aux voix qui cherchent à se faire entendre. Dans de nombreuses régions du continent, des jeunes suivent de près ce qui se joue en Tanzanie, y reconnaissant leurs propres aspirations et leurs propres inquiétudes. La question devient alors commune. Comment contribuer, chacun à son échelle, à un espace public plus juste? Et vous, quelle place souhaitez-vous donner à ces voix qui défendent la liberté et la dignité dans un monde en mutation rapide?